Ce mois-ci, je vous propose de parcourir rapidement 4 études parues récemment dans des revues scientifiques de premier plan et abordant le thème de l'investissement et de la finance. Parmi les 4 questions abordées, j'ai retenu en premier pourquoi les entreprises utilisent-elles un taux d'actualisation supérieur au coût moyen pondéré du capital. La question est souvent implicitement abordée de manière polémique, les entreprises étant alors accusées d'une recherche excessive du profit au détriment de la croissance. Un regard plus scientifique est donc bienvenu. Les 3 autres questions sont respectivement: pour la seconde, comme le prétend la théorie microéconomique, une baisse du coût de l'argent conduit-elle à une hausse des investissements? La réponse n'est pas si simple en pratique. Troisième question, les entreprises cotées en bourse sont-elles soumises à des pressions à court terme excessives et qui nuisent à leurs investissements? Et enfin, quatrième question, dans les économies dirigistes, comme la Chine, l'incertitude politique rend-elle plus prudentes les firmes, y compris les firmes privées, qui différeraient alors volontiers, dans des périodes agitées, leurs investissements? Passons, si vous le voulez bien, au premier article. Toutes les enquêtes réalisées autour des pratiques des entreprises américaines en matière de choix d'investissement montrent que la plupart utilisent parmi leurs critères de choix celui de la valeur actuelle nette. Pour l'actualisation des flux, les responsables financiers affirment calculer de manière standard un coût moyen pondéré du capital, ou WACC, Weighted Average Capital Cost, avec une estimation du coût des fonds propres généralement obtenue à travers le CAPM, Capital Asset Pricing Model. Pourtant, quand on compare les taux utilisés en pratique et les estimations des coûts moyens pondérés du capital, l'écart est conséquent, 15% en moyenne au lieu de 8%. Dans une étude récente publiée dans le Journal of Financial Economics, Jagannathan, Matsa, Meyer et Taran avancent plusieurs explications possibles pour expliquer cette différence. Effet dû au rationnement des ressources financières, au rationnement des ressources managériales ou organisationnelles, à l'inversion au risque idiosyncratique des dirigeants, myopie ou encore volonté de se protéger contre les risques d'optimisme trop grand des principaux collaborateurs. Pour les départager, les auteurs ont eu recours à une enquête approfondie. L'enquête a été effectuée à travers l'envoi d'un questionnaire auprès de 4600 CFO de firmes américaines appartenant à l'échantillon suivi par la base Compusta. Le taux de réponse a été de 3,4%. L'échantillon ainsi obtenu est composé de firmes sensiblement plus grandes que la moyenne. Les réponses obtenues ont permis de construire plusieurs indicateurs: taux d'actualisation utilisé, contraintes financières ressenties, contraintes opérationnelles, optimisme des responsables. Si le taux d'actualisation est calculé à partir du coût moyen pondéré du capital, ou WACC, ce dernier doit être, selon le CAPM, le modèle d'étude des actifs financiers, proportionnel au risque non diversifiable ou encore le bêta, ajusté par la part des fonds propres. Le bêta utilisé dans cette étude est celui mis à disposition par le service très connu aux États-Unis, Barra. Les données collectées sur Compusta ont permis d'estimer nombre d'indicateurs financiers, comme le score Z de Altman, l'indice de contrainte KZ, les ratios financiers, liquidité, levier, la volatilité des résultats, l'importance des earning surprises, ou encore les caractéristiques de marché,
comme le RC, Earning Risk Coefficient, ou encore la mesure de risque idiosyncratique. Les tests consistent en une série de régressions où la variable dépendante est le taux d'actualisation utilisé, D, et les variables indépendantes, les bêtas ajustés, et un vecteur de variables rang C, pouvant expliquer la différence systématique alpha entre le taux d'actualisation et le coût moyen pondéré Y. C prend en compte les mesures de contraintes financières opérationnelles, de myopie, d'optimisme ou encore de risque idiosyncratique. Cette étude de Jagannathan, Matsa, Meyer et Taran confirme tous les résultats antérieurs. Les taux d'actualisation utilisés par les firmes sont bien supérieurs aux estimations des coûts moyens pondérés du capital WACC, du simple au double. Mais ces écarts sont variables selon les firmes. Ils paraissent associés aux différentes mesures de contraintes opérationnelles. C'est le manque de ressources en management qui invite les entreprises à être plus exigeantes. De même, les dirigeants semblent plus sensibles aux risques spécifiques de la firme et pénalisent les investissements qui en sont fortement porteurs. En revanche, les explications les plus courantes dans la littérature financière ne trouvent ici aucun support. Il ne paraît pas que l'écart entre ces taux traduise un rationnement du capital particulièrement fort. Enfin, la myopie des dirigeants, leur souci de répondre aux attentes à court terme des acteurs du marché en défavorisant les projets créateurs de valeur à long terme, ne semble pas non plus expliquer le phénomène. Pour les décideurs économiques, il est clair que des taux d'intérêt bas stimulent les investissements. L'intérêt de l'étude de Frank et Shane, publiée dans le Journal of Financial Economics, est de fournir des éléments d'appréciation de la pertinence de ce lien postulé au niveau microéconomique, là où se décident les projets d'investissement. Il s'interroge sur les effets d'une variation du coût du capital sur les décisions d'investissement. Le problème est doublement complexe. Le calcul du coût moyen pondéré du capital implique deux estimations, celle du coût de la dette et celle du coût des fonds propres. La dernière est délicate vu la multiplicité des méthodes proposées dans la littérature. Les auteurs affirment même qu'ils en ont répertorié 440 différentes. Aussi, l'interprétation des résultats est complexe, puisqu'elle va dépendre de la composante du capital et des mesures utilisées. Le WACC nécessite trois mesures. Celle de la structure du capital, ici le levier en valeur de marché, celle du coût de la dette, ici le ratio des frais financiers sur les dettes comptables, une autre mesure fondée sur les ratings donne les résultats équivalents, et enfin celle du coût des fonds propres. Pour ces derniers, les auteurs recourent à deux approches. Une estimation en fonction des modèles à facteurs, CAPM, Fama French, CARAT, et une estimation dite du coût implicite où la rentabilité attendue est extraite de la valeur du cours coté à l'aide d'un modèle d'évaluation qui prend en compte les attentes du marché. Pour représenter le lien entre l'investissement et le coût moyen pondéré du capital, les auteurs s'inspirent du modèle d'Abel et Blanchard, paru en 1986 dans Econometrics. Dans un cadre économique dynamique, ces derniers cherchent la solution optimale en matière d'investissement pour une firme cherchant à maximiser sa valeur présente. Au prix de quelques hypothèses simplificatrices, ces derniers montrent que l'investissement est bien une fonction positive des profits et négative du WACC. L'étude s'appuie sur de multiples estimations de modèles de régression où le ratio d'investissement est régressé sur un ratio cash flow sur capital et une mesure du WACC, ou, dans certains cas, des composantes séparées du coût moyen pondéré du capital. Les effets fixes temps et finalement sont introduits. L'échantillon
couvre la période 1955-2011. Les données portent sur les firmes US et sont au nombre de 9714. Le nombre d'observations totales est de l'ordre de 80 000. Frank et Shane montrent de manière robuste que, conformément à la théorie, un coût élevé de la dette a un effet négatif sur l'investissement. Le problème apparaît beaucoup plus complexe avec l'autre composante du coût moyen pondéré du capital. Si le coût des fonds propres est un coût implicite, alors il est aussi associé à un effet négatif conformément à la théorie. Mais si un modèle à facteurs, CAPM, Fama French, Carrard par exemple, est utilisé pour l'estimer, le résultat est totalement différent. L'association est significativement positive. Notons par ailleurs que les deux mesures ne sont absolument pas corrélées. Le coût implicite des fonds propres a l'avantage de prendre en compte les taux de rentabilité attendus par le marché et de le faire de manière relativement efficace. Le CAPM ou les autres modèles à facteurs ne sont pas seulement des estimations moins précises du coût, mais ils paraissent capter radicalement autre chose. Quoi? Cela reste une question ouverte de recherche. Barton et Wiseman, dirigeants respectivement de McKinsey et du Canada Pension Plan Investment, écrivaient récemment dans la Harvard Business Review: l'actuel court-termisme dans le monde des affaires mine les investissements, freinant la croissance économique. Asker, Parmensa et Lindqvist affusent de jugement. Dans une étude publiée dans la revue Financial Studies, ils s'attachent à vérifier si ce sont les entreprises cotées en bourse qui sont les moins agressives en matière d'investissement parce qu'elles sont sensibles aux évolutions à court terme de leurs indicateurs de performance comptable. Si ce sont bien les pressions à court terme exercées par les acteurs du marché, analystes, gérants, qui en sont la cause, alors les entreprises non cotées ne devraient pas manifester les mêmes biais. C'est l'hypothèse que s'attachent à vérifier ces auteurs sur un échantillon de firmes américaines cotées et non cotées sur la période allant de 2001 à 2011. Il s'agit d'un panel composé de 22 744 observations portant sur 2595 firmes cotées et 1476 non cotées, choisies pour leur proximité de taille et de secteur. L'investissement annuel effectué par chaque firme a été estimé, soit par la variation des immobilisations brutes ou par les nettes, à défaut d'autres informations disponibles pour les entreprises non cotées. Pour les firmes cotées, dans certains tests, les dépenses en recherche et développement ont été incluses. Les opportunités d'investissement ont été estimées à partir du ratio de variation relative des ventes. Pour certains tests de robustesse, un ratio Q a été utilisé pour les firmes cotées et un ratio estimé à partir d'un modèle d'économétrie pour les autres. Les pressions à court terme sont prises en compte à travers une variable muette, qui vaut 1 si l'entreprise est cotée au New York Stock Exchange, au American Exchange ou le Nasdaq, et 0 si. La pression exercée par le marché est également prise en compte à travers une mesure de la sensibilité du cours boursier aux annonces de résultats. Le coefficient du ERC est estimé chaque année pour chaque secteur d'activité. Les tests sont nombreux et variés. Pour l'essentiel, il s'agit d'une étude en panel, la variable dépendante et l'investissement normé par le total des actifs. La sensibilité aux opportunités d'investissement est estimée avec comme variable indépendante l'accroissement des ventes et des variables d'interaction impliquant les variables UB et ERC. Le ratio de rentabilité, Return on Assets, ROA, intervient comme variable de contrôle. Le modèle
contient des effets fixes par firme et par période. Les principaux résultats obtenus par Asker, Fermensa et Norris se résument ainsi. Oui, les entreprises cotées investissent relativement moins que les entreprises comparables non cotées quand elles disposent d'opportunités de croissance. La différence est particulièrement significative dans les secteurs où les cours sont sensibles aux annonces de résultats. Ceci est bien conforme à ce que prédit la théorie du court-termisme qui affecte les dirigeants des entreprises cotées. Ne voulant pas dégrader à court terme leurs résultats, ils préfèrent abandonner des projets pourtant créateurs de valeur. Ce résultat vaut aussi pour les années qui ont marqué la crise financière récente. Il n'est pas expliqué par une différence de statut juridique ou l'âge des firmes. Enfin, cette étude fait apparaître un coût supplémentaire lié à la cotation en bourse, du moins pour certaines firmes, le sous-investissement. Il reste à en mesurer l'importance et les implications. L'environnement politique peut être une source d'incertitude plus ou moins forte pour les entreprises. Quand l'impact des décisions politiques est élevé, on peut penser que les changements de dirigeants locaux pèsent sur le climat des affaires et affectent les politiques d'investissement des firmes. Plus l'incertitude est élevée, plus les entreprises freinent leurs programmes, plus volatiles deviennent les flux d'investissement. Ceci est particulièrement vrai dans les pays où l'État conserve un rôle majeur dans l'orientation de l'économie. Les effets peuvent être plus sensibles dans les secteurs intensifs en capital. Han, Chen, Luo, Zhang analysent le cas de la Chine dans une étude parue dans le Journal of Corporate Finance. Il bénéficie d'un cadre expérimental fourni par 277 grandes villes chinoises où les changements de 560 maires et de 484 dirigeants du Parti communiste chinois ont pu être clairement identifiés. L'échantillon couvre la période 2001-2009. Il porte sur 330 000 entreprises. Ce panel contient au total 1 20 321 observations. L'investissement réalisé pendant une année par une firme est mesuré par la variation des immobilisations nettes augmentées des dotations d'amortissement. Le montant est normé par le total des actifs. Les auteurs calculent ensuite les variations annuelles. Leur écart-type, normé par la moyenne, est une mesure de volatilité des investissements. Deux variables annuelles caractérisent l'investissement. Cap 1, si l'entreprise investit plus que la médiane, et bargain, si l'entreprise est dans une ville où l'investissement pèse lourd dans l'économie locale. Pour mesurer les changements d'environnement politique, les auteurs utilisent plusieurs variables muettes. Change head, si le chef du parti a été changé. Change mayor, si c'est le maire. Change board, si c'est les deux. Par ailleurs, pour qualifier la nature des changements, deux autres variables sont introduites. Change frequency, pour mesurer la fréquence des changements dans une même ville, et X-up, pour qualifier la nature des changements du dirigeant, en particulier s'il s'agit de la nomination d'un extérieur, bénéficiant ainsi d'une promotion. Les modèles économétriques incluent comme variable dépendante une mesure de l'investissement ou de son changement. Comme variable indépendante, une mesure de changement du personnel politique et des variables d'interaction avec les mesures d'intensité capitalistique de la firme et du poids local de l'investissement dans la région. Un vecteur de variables de contrôle, grand X, la nature du changement de dirigeant et les effets fixes par année et firme ont également été introduits. Les mesures de volatilité ont été régressées quant à elles sur les fréquences de changement. Han, Chen, Luo, Chang montrent ainsi que les changements de dirigeants politiques locaux sont associés à des périodes d'investissement moins soutenues pour les firmes de la région, qu'elles soient publiques ou privées.
Ces effets sont plus marqués pour les firmes investissant le plus intensément et pour les régions où l'investissement pèse lourd dans l'économie locale. Les entreprises deviennent attentistes avant de découvrir les nouvelles règles du jeu. Les dirigeants politiques étant friands de nouvelles réalisations, mais de réalisations différentes de celles de leurs prédécesseurs. Ainsi, une fréquence élevée dans les changements de dirigeants politiques locaux est associée à une plus grande volatilité des investissements des firmes privées et publiques. Les auteurs suggèrent finalement que ce serait plutôt une bonne chose pour les firmes d'État qui ont tendance à surinvestir et où l'effet serait plus marqué, mais défavorable aux firmes privées qui souffrent moins de ces biais. En conclusion, cet article offre un éclairage intéressant pour suivre l'investissement des entreprises dans une économie en développement et encore fortement dirigiste.